Les firmes multinationales émergentes prennent chaque jour une place de plus en plus grande dans l'économie mondiale. Alors que la plupart des recherches s'intéressent aux investissements des multinationales occidentales dans les pays du Sud, ici il est question d'inverser la réflexion et de considérer l'essor des investissements Sud-Nord. Marion Vieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur de l'Université d'Aix-en-Provence, Aix-Marseille, et vous avez coécrit avec Gilles Guieux et Pierre-Xavier Meski, également professeur à l'Université d'Aix-Marseille, Oui. l'entrée 59 de l'encyclopédie de la stratégie, intitulée « Multinationales émergentes ». Pourquoi c'est important de s'intéresser aux multinationales émergentes ? Premièrement, ce sont des firmes qui font aujourd'hui de plus en plus parler d'elles. Donc, ça peut peut-être citer quelques noms pour. Oui, bien sûr. Alors, elles attisent la curiosité. La plus connue, ça reste Mittal avec l'acquisition d'Arcelor. On en a plein d'autres. Il y a Ranbaxy, il y a Geely qui a fait l'acquisition de Volvo récemment. Donc ce sont des nouveaux acteurs qui émergent. Qui arrivent sur le plan mondial et qui viennent concurrencer les multinationales classiques, on va dire occidentales. Ce qui est intéressant de noter, c'est par exemple quelques chiffres clés. Ouais. Habituellement, on avait des entreprises qui sont dans le Fortune Global 500, qui sont habituellement les grandes multinationales occidentales. Ouais. Aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, en 2000, on avait 21 firmes multinationales issues de pays émergents qui faisaient partie de ce classement, ce qui était déjà en soi une performance, quelque chose d'assez nouveau. En 2010, ce chiffre passe à 75 et en 2013, on passe à 112. Donc on voit une progression récurrente et constante de ces entreprises dans ces classements, ce qui sous-entend clairement qu'il y a une intensification de la concurrence à l'échelle mondiale. Ces entreprises prennent de plus en plus de place en Europe, aux États-Unis. Il y a des rapports régulièrement qui sont faits par les ministères qui mettent en exergue ce point-là. On a aussi clairement un état des lieux qui est que ces pays émergents ne sont plus de simples réservoirs à main-d'œuvre à bas coût, et ils deviennent de réels viviers pour, en termes de recherche et développement, etc. Lapsus intéressant, vous avez dit ces pays émergents. Pays émergents. Effectivement, c'est indissociable, on pense aux BRIC. Voilà, tout à fait, oui, voilà, Brésil, Russie, Inde, Chine, on peut rajouter l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, pardon, le Mexique. Donc effectivement, on ne peut pas dissocier ces entreprises-là des pays desquels elles sont originaires, puisque par définition, c'est ce qui les caractérise en un sens. Alors, qu'est-ce qui les différencie des multinationales classiques ? Alors, premièrement, il faut revenir sur le terme émergent, qui peut avoir une certaine ambiguïté. On l'utilise de deux manières différentes. Premièrement, parce qu'elles sont nouvelles sur le terrain, en économie, et elles sont aussi issues de pays dits émergents ou en développement rapide. D'où le terme donc, de firmes multinationales issues de pays émergents. Après, au-delà du fait que ce sont des multinationales, donc qui ont une activité à l'international, elles ont quelques points clés caractéristiques qui les différencient des multinationales classiques. Alors on peut citer par exemple la vitesse d'internationalisation, qui est déjà a priori beaucoup plus rapide, avec une vraie accélération du processus. Elles ont un niveau de développement dans leur pays d'origine qui est clairement moins avancé que les pays... Voilà, les États-Unis, l'Europe, etc. Elles ont surtout un mode d'entrée qui est très particulier. Elles favorisent la croissance externe, c'est-à-dire qu'elles vont chercher... Les acquisitions. Voilà, acquisitions, partenariats, co-entreprises. Elles utilisent vraiment ce terrain-là pour aller à l'international. Après, elles ont clairement peu de technologies sophistiquées. Elles n'ont pas de marque. Elles ont... a contrario, quand même, un actif spécifique qui est relativement important, à savoir des coûts d'exploitation faibles qui leur permettent justement d'être assez concurrentiels sur le marché international et donc de grappiller peu à peu. C'est un des points sur lesquels vous insistez. Voilà, c'est de moins en moins vrai cette idée qu'au fond ce serait des ateliers avec des coûts d'exploitation. Ah non. C'est plus du tout ça. Ça leur permet quand même en revanche d'être concurrentiels sur certains points et d'avoir un avantage par rapport à certaines entreprises. Elles ont aussi clairement le double défi de se développer sur leur marché, donc devenir leader sur leur marché pour essayer de baliser, on va dire, le marché d'origine et à la fois de se développer à l'international pour acquérir les marques qui leur manquent, les technologies qu'elles n'ont pas et à terme de devenir
des alter ego des multinationales classiques. Un des points particulièrement intéressants, c'est que vous proposez aussi de les différencier entre elles. Vous dites attention, c'est Oui. pas toujours la même réalité derrière ce même mot. Alors effectivement, on a tendance à prendre les firmes multinationales émergentes comme une catégorie homogène, alors qu'en fait, elles ne sont pas du tout homogènes. Il y a clairement des différences, notamment, premièrement, elles ne sont pas du tout issues du même secteur d'activité. On voit qu'il y a des secteurs d'activité très différents. On a Ranbaxy, que je vous citais tout à l'heure, qui est dans la pharmacie. On a Gazprom en Russie, qui est plutôt orientée dans les énergies. En fait, elles ont vraiment un ancrage fort dans leur pays d'origine et elles ont une vraie mobilisation des ressources naturelles du pays qui font qu'elles sont intrinsèquement liées à leur pays et donc au secteur d'activité qui est dominant dans le pays. Donc déjà en soi, ça différencie les firmes brésiliennes des firmes chinoises et des firmes indiennes. Ensuite, elles ont clairement des profils différents qui font qu'elles sont différentes. Elles n'ont pas toutes la même manière de s'internationaliser. Certaines vont se positionner en haut de la chaîne d'approvisionnement et être des fournisseurs, avec du coup des prix imbattables, des coûts d'exploitation imbattables. Il y en a qui vont, donc des partenaires low cost en quelque sorte. Après, on va avoir des consolideurs globaux. Je me base essentiellement sur la typologie de Ramamurti qui a identifié ces profils. On a des entreprises qui sont les pionniers globaux, vous évoquez. Voilà, exactement, qui sont leaders dans leur industrie et qui sont déjà de très grosses machines sur le pays d'origine et qui continuent à avancer en bloc dans les autres pays et qui ont des business models qui fonctionnent et qui viennent clairement en concurrence avec les multinationales classiques. D'accord. On sent que vraiment avec les multinationales émergentes, il y a des questions de géopolitique qui se posent. Ah oui, oui. Il y a clairement un impact, l'environnement économique a changé. Donc aujourd'hui, les firmes multinationales classiques ou occidentales doivent faire avec. Elles sont obligées, ce sont de nouveaux concurrents qui ont des actifs spécifiques, des avantages concurrentiels très importants. Et en termes d'impact, du coup, on peut identifier les choses tout de suite. Il y a plusieurs options finalement qui se présentent à la fois pour les firmes multinationales émergentes et pour les firmes multinationales classiques. Donc il y a par exemple l'option d'être en concurrence frontale, concurrence directe, et donc du coup d'avoir une vraie agressivité sur un marché avec des pouvoirs de négociation qui sont très intenses, très difficiles. Après on peut avoir aussi la création de filiales. Je parle pour les multinationales occidentales par exemple, peuvent envisager d'être dans les pays émergents, de s'implanter dans les pays émergents et du coup de tirer parti de ces fameuses ressources naturelles que détiennent l'Inde, la Russie, etc. pour après concurrencer sur leur terrain et à l'international les multinationales émergentes. On peut aussi créer des partenariats, des co-entreprises. On se rend compte que c'est quand même ce qui est très mis en avant. Et avec d'immenses difficultés quand on pense à Danone, par exemple, qui est cherché en Chine. Absolument, mais à l'inverse, on peut aussi noter l'exemple de Renault-Nissan qui s'est implanté au Maroc et qui, du coup, a créé sa Logan avec des unités de production basées au Maroc, avec des coûts d'exploitation qui sont plus intéressants et qui, du coup, créent à la fois des partenariats locaux et qui leur permet après d'avoir une vraie stratégie concurrentielle sur le marché à l'international et en Europe aussi. Pour comprendre le monde, il faut regarder les multinationales émergentes. Oui, ça devient obligatoire, je pense. Marion Vieux, donc les multinationales émergentes, une entrée coécrite avec Gilles Guieux et Pierre-Xavier Méqui, l'entrée 59 de l'encyclopédie de la stratégie. Merci de votre venue. Merci à vous.